construit aux États-Unis, et puis on acquitte ceux qui tissent les noirs. Je ne vous apprends rien à la matière. Le dernier cas date, c'est une pauvre dame qui est morte dans une cellule, pour ne pas dire dans une prison, aux États-Unis. Ce n'était pas à la roue, dans un établissement. Pas de leçon de droit de l'homme. Oui, c'est qu'à la matière, nous avons des choses à opposer aux Américains. Tout comme je peux vous donner, excusez-moi, c'est mon dernier exemple, le cas par exemple aujourd'hui de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Ils financent les djihadistes. Ces djihadistes détruisent des sites considérés comme patrimoine de l'humanité. Et vous savez, en matière de conventions internationales, lorsque ces sites-là sont détruits, vous avez ce qu'on appelle crime contre l'humanité. À la matière, tous ceux qui en sont prévenus, ceux qui ont l'information par rapport à ces questions des droits de l'homme, savent que je suis en train de dire ce qui est irréfutable. Arabie Saoudite et le Qatar sont reconnus comme tels. Mais curieusement, ils sont les partenaires stratégiques des États-Unis, des Occidentaux, pour ne pas ici parler. On va revenir à vous tout à l'heure. Voilà pourquoi nous disons qu'ils ne peuvent pas, en tout cas, se poser à donner des leçons à cette matière-là. En réalité, d'accord. Alors, docteur Sele, vous êtes de l'UNC comme de l'opposition. Vous avez suivi les discours du président Obama, c'est le président des États-Unis. Votre réaction d'abord en cela. Et puis, vous avez suivi Lambert Mende. Vite après Lambert Mende, c'est Bruno Tshibala. Il est porte-parole de l'UDPS. Lui, il est court. Il a dit l'opposition à RDC a applaudi ces grands discours qui visent particulièrement la RDC. Il a bien fait de rappeler les vrais principes d'une démocratie aux dirigeants africains qui font le contraire. Votre réaction comme UNC? Oui, Mathieu, merci d'abord pour l'invitation encore à ces jours sur Ça fait débat. Permettez-moi de dire un mot sur la libération de notre secrétaire général Jean-Bertrand Iwanga, qui a purgé sa peine de 12 mois. Mais permettez-moi aussi de fustiger une attitude. L'homme devait quitter sa cellule là-bas à Makala aujourd'hui, vendredi. Et on l'a libéré avant. On l'a libéré avant, nous disons que ça, de quoi vous réjouir? Non, nous ne nous réjouissons pas parce que le respect des textes, pour nous, doit être vraiment de stricte rigueur. D'accord, c'est pas ça le débat. Parce que là, la majorité a tout simplement eu peur qu'on puisse le libérer aujourd'hui parce qu'on devait aller le prendre avec pompe, à l'amener jusque dans son bureau à Barumbu. D'accord. À ma question, votre réaction? Oui, à votre question sur Obama, j'ai bien suivi mon frère et j'avais bien suivi aussi Obama. J'ai suivi aussi Bruno Tshibala sur sa réaction. Et nous, l'opposition, nous avons salué les discours du président américain qui n'a fait que rappeler le principe démocratique. Il n'a rien fait d'autre, même si on n'avait pas cité directement le Congo, mais vous avez senti vous-même que le Congo a été attaqué de plein cœur et le porte-parole du gouvernement Lambert Mende avait aussitôt réagi sur cette question. Nous nous demandons tout simplement au président de la République de prendre vraiment avec beaucoup de sérieux ces discours-là, de prendre avec beaucoup de courage. Ce qu'a dit le président Obama, pas parce que c'est un donneur de leçons, nous n'avons pas dit cela, mais parce qu'il n'a fait que rappeler ces principes simples d'alternance au pouvoir. Nous disons que l'alternance au pouvoir et le respect des constitutions doivent être de strictes rigueurs dans notre pays et nous nous en tenons à cela. Mais parlons vrai, docteur Sele, parlez avec votre cœur. En RDC où le président ne sait jamais à prononcer qu'il sera candidat à un quelconque troisième mandat, dans un pays où le processus électoral est en cours, est-ce que les États-Unis n'en font pas aussi de trop jusqu'à dire qu'il y aurait des présidents qui veulent rester au pouvoir à vie? Et ce n'est pas de trop? Non, Mathieu, ce n'est pas de trop. Au fait, de Joseph Kabila, président de la RDC, nous avons déjà reçu et perçu beaucoup de signaux que l'homme n'est pas encore prêt à quitter le pouvoir. Je vous donne des exemples. Ça s'appelle préjugé en français. Non, prenez ça comme vous voulez, mais la population sait ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en plein 2015, Mathieu. Je vous donne que 3 exemples pour vous démontrer que l'homme n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Nous sommes en plein processus électoral. Surpris, on se réveille matin, on doit mettre en exécution le découpage territorial. Je vous rappelle, ministre Denis Kaloume de la décentralisation. C'est selon la Constitution. Oui, je sais, nous ne disons pas que c'est illégal. Le découpage est légal, mais il est inopportun en ce moment parce que la majorité nous dit chaque jour qu'elle n'a pas d'argent pour organiser les élections. Je vous dis, Denis Kaloume,
Oui, ancien ministre de la décentralisation. L'homme a fait des études au niveau de son cabinet d'attente et il nous a dit que pour la décentralisation, le découpage, il nous faut exactement 1,5 milliard de dollars, Mathieu. Ce sont ces études, c'est pas une parole de... Bon, je pense qu'il le disait en tant que ministre du gouvernement dont Joseph Kabila était le président de la République. Donc c'était déjà bien scruté et bien étudié qu'il nous fallait 1,5 milliard de dollars. Oui, nous disons, vous comprenez que déjà, sur ce qu'on nous disait qu'il n'y avait pas d'argent, on vient ajouter un autre dossier qui nous demande de l'argent, alors que nous avons besoin de 1,2 milliard pour organiser les élections. Au-delà de cela, on nous ajoute encore cette fameuse histoire du dialogue. À l'heure où je vous parle, nous ne savons plus la République respire sur quel rythme. Est-ce que nous attendons les dialogues? Nous sommes en plein processus électoral, nous sommes en plein découpage, nous ne savons pas, alors qu'on semble nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Nous disons que tous ces signaux sur la table, c'est pour préparer un glissement et nous sommes contre tout cela. Nous donnons raison à Barack Obama. Ah voilà, d'accord. C'est votre point de vue, Dr Sélé de l'UNC. Yannick Tissola, comment vous aviez apprécié les discours du président américain Barack Obama contre ces présidents qui veulent rester à vie au pouvoir? Merci beaucoup, M. Mathieu. Je voudrais juste préciser une chose. C'est que ce n'est pas la majorité qui libère des prisonniers, c'est la justice. Et donc, voilà. Il n'y a pas de confusion à faire à ce niveau. Et je comprends la difficulté de mon ami qui va du coq à l'âne. Nous parlons ici du discours d'Obama. Le mobile de la visite du président américain est connu, c'est un mobile économique. Vous avez vu, depuis un certain temps, la Chine a investi l'Afrique et les États-Unis s'occupaient du Moyen et Proche-Orient. Et face à cela, les États-Unis voudraient rattraper ce retard. C'est ça le mobile de la visite du président Obama. Mais il a épinglé quand même beaucoup de sujets. Il a parlé des questions politiques, il a parlé de démocratie, mais nous on va parler aussi de paix et de stabilité, parce que mon ami Lité a énormément parlé de démocratie et des droits de l'homme. Nous n'avons pas de leçon à avoir des États-Unis par rapport aux droits de l'homme quand on voit tout ce qui se passe là-bas. Moi je voudrais parler plutôt de la question de paix et de stabilité. Aujourd'hui, l'Afrique est déstabilisée par rapport à une erreur grave, fatale, que l'Occident a commis en Afrique en déstabilisant la Libye. Nous avons aujourd'hui la résurgence des groupes terroristes qui n'existaient pas avant. Et tout cela, Boko Haram, les Chebab, aujourd'hui, et partout ailleurs. Maintenant, nous sommes en train de vivre justement cette instabilité due au fait que les États-Unis et leurs alliés ont déstabilisé la Libye. Et donc, Monsieur Mathieu, nous estimons, je voudrais pas revenir à la question de droits de l'homme, parce que cette question de droits de l'homme est une question c'est un idéal à atteindre. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans un progrès, dans des avancées considérables en matière de démocratie et de droits de l'homme. Nous avons une commission nationale de droits de l'homme qui est installée et nous estimons que cette commission va nous aider à améliorer justement de jour au jour notre situation de droits de l'homme. Mais nous n'allons pas recevoir des leçons des États-Unis parce que nous savons ce qu'aujourd'hui, nous, les Noirs, nos confrères... Ça d'accord. Mais pourquoi ça vous gêne quand on dit fin des mandats? Non, la révision constitutionnelle, alternance. Pourquoi ça vous dérange, vous, de la majorité? Monsieur Mathieu, je voudrais vous dire une chose, c'est que le président Kabila n'est pas concerné du tout. On l'a même pas cité. Il est en plein exercice de son mandat d'abord. Et aussi, je voudrais aussi vous dire que monsieur Kabila ne s'est jamais accroché au pouvoir. La preuve est que depuis qu'il est arrivé en 2001, il a partager son fauteuil, ses fonctions avec 4 vice-présidents, ce que personne dans ce monde n'a fait. Ça s'appelle le consensus. Il l'a fait en 2006. Il a aligné, ça fait 2 mandats qu'il vient, 2 élections qu'on vient d'aligner en mettant sa fonction en jeu. En fait, quand on parle d'élection, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on met sa fonction en jeu. Il l'a fait à 2 reprises. Mais le doute ne pourrait que profiter à l'accusé. Le doute, puisque vous considérez le président Kabila pour un accusé, mais ne serait-ce que par les élections de 2006 et 2011, il a quand même un doute qu'il faut que l'on le fasse bénéficier. Pourquoi vous voulez penser que le président Kabila puisse aujourd'hui parler des questions qui sont résolues par la Constitution? Qu'est-ce que dit la Constitution? La Constitution dit que le mandat du président est renouvelable et de 5 ans renouvelable une fois, et le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Tout est réglé par notre Constitution. Pourquoi est-ce que nous devons faire un débat alors que la Constitution résout tout? Et je voudrais aussi vous dire que nous sommes en train de faire notre propre démocratie. Notre Constitution dispose dans son préambule que nous avons, nous, peuple congolais, le droit inaliénable, le droit imprescriptible de développer notre vie politique, notre vie économique selon notre génie propre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui,
L'article 5 aussi dispose que le pouvoir émane du peuple. Aujourd'hui, si le peuple l'exerce par les voies qu'ils sont constitutionnelles, de dire que le président Kabila reste ou pas. Mais c'est le peuple qui décide. Parce que tout pouvoir... Comme vous le dites, je vous pose cette question. Oui. Vous voulez dire le modèle copié du Rwanda? Je dis que notre constitution, dispose dans l'article 5 ceci. La souveraineté nationale est exercée par le peuple congolais. Le peuple qui l'exerce directement, par voie de référendum ou par des élections directes ou indirectement par la voie des représentants. Il ne faudrait pas aujourd'hui que l'on puisse nous aliéner ce droit qui nous concerne, moi, vous, tous ici sur le plateau. Le président Obama n'est pas le président du monde. Le président Obama est le président des États-Unis. Et quand il s'exprime, il a son point de vue. D'accord, nous avons le nôtre. Il faudrait aujourd'hui que l'on respecte le nôtre parce que nous sommes un pays souverain. Chisola, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Egli Kalonji, vous êtes un acteur politique indépendant. Vous avez suivi la majorité comme l'opposition. Quelle lecture vous avez fait du discours d'Obama? Bien, merci beaucoup Mathieu pour l'invitation. D'abord, ici, je perçois justement qu'il y a une certaine surchauffe, une controverse autour des paradigmes, la démocratie, etc. Mais ce que moi j'ai toujours fustigé, c'est que, et là je parle comme une personne se sentant plus ou moins proche du peuple, c'est que nous avons l'impression que finalement la démocratie devient un instrument entre les mains des politiques, de la communauté internationale, etc. Pour chacun, en fait, essayer un peu d'assaisonner à sa sauce et pouvoir, en fait, ses agendas politiques et pouvoir en faire un instrument d'exécution des agendas cachés. Et c'est ce que nous déplorons. Parlons par exemple des Occidentaux qui ont prétendument voulu installer la démocratie, comme on l'a si bien dit, en Libye, je dirais même en Afghanistan, je dirais même en Irak et partout là-bas où aujourd'hui l'hécatombe et les morts se comptent par milliers. Vous n'avez qu'à voir la situation déplorable et dramatique qui aujourd'hui sévit par exemple en Syrie, etc. Était-ce au nom de quoi? Évidemment d'une certaine démocratie ou de certains respects des droits humains qui aujourd'hui, en fait, et la réalité sur le terrain est bien pire que ce qu'on aurait voulu faire. Ils ont encore, c'est-à-dire regardé Bouteflika briguer un 4e mandat totalement amorphe, diminué, malade, prêter serment presque en tremblant, mais nous n'avons pas entendu la même vivacité dans les réactions. Il y a plusieurs... c'est-à-dire, en fait, c'est une sorte comme ça de politique de 2 poids 2 mesures que nous ne comprenons pas. Sur le plan interne, la même chose. Il y a d'une part ceux qui, de l'opposition... Quand vous le dites, donc là vous dites vous êtes aussi prêt, d'accord, pour un 3e mandat. Bien au contraire, bien au contraire. Non, pas du tout. Cela signifie simplement que nous ne faisons plus de la démocratie un idéal profond dans lequel nous croyons. Mais en fait, la démocratie est devenue un instrument entre les mains de ceux qui veulent exécuter leurs agendas propres. Et même quand nous arrivons ici sur le plan interne, nous avons par exemple des gens qui veulent instrumentaliser la démocratie pour pouvoir faire passer des plans que nous connaissons. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on veut mordicus au péril même de la vie des Congolais, de la stabilité de notre pays et même, je dirais, des petits acquis que nous avons pu, au prix du sang, avoir pendant toutes ces années, être prêt à aller jusqu'à l'hécatombe, carrément à la désintégration de notre nation, tout simplement parce que certains voudraient conquérir le pouvoir. Ça me pose un problème. Mais également, si les accusations de vouloir se maintenir au pouvoir sont fondées, que l'opposition est en train d'attribuer à l'autre camp, sont également fondées, il faudrait aussi alors là que l'on soit capable d'avoir plus de hauteur au nom de l'intérêt supérieur de la nation, à pouvoir, à un moment donné, dépasser les concepts et regarder la réalité en face. C'est-à-dire... C'est difficile de se mettre à juste milieu. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, parce que nous n'y croyons pas profondément dans notre manière d'agir, que ce soit sur le plan international et le plan interne, arrêtons d'utiliser la démocratie comme une blanchisserie dans laquelle tout le monde veut entrer et se dire, voilà, au nom de la démocratie, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de vouloir incendier le pays parce que je prétends vouloir installer forcément une alternance qui est encore mal comprise, mais également de l'autre côté. Vous êtes quand même d'accord que demander les élections en temps normal, que l'alternance n'est pas créer l'hécatombe. Ce n'est pas créer l'hécatombe dès lors que nous faisons face à un contexte congolais qui est particulier. J'aimerais vous dire une chose qui est vraie. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de se leurrer. Nous voyons très bien que nous sommes allés droit vers un mur. Si nous ne sommes pas capables de nous parler franchement, c'est que le président Obama dit,
évidemment en donnant des leçons, chose que je n'aime pas beaucoup parce que bon, nous savons ce qui se passe quelquefois derrière, mais nous, en tant que Congolais, parce que c'est d'abord de notre nation qu'il s'agit, nous devons être capables d'analyser froidement la situation, que les uns ne disent pas forcément tel doit quitter, mais que les autres non plus ne puissent pas peut-être adopter des comportements qui énervent et qui justement vont pousser à ce que le pays soit embrasé.